Rebonsoir Monsieur Proust. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous pour ce retour de Bonsoir le Gard. Alors autour de la table, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Coralie Mollaret, notre journaliste politique, et donc Basile Imbert du Parti Socialiste et Nicolas Pellegrini de la France Insoumise, nos deux débatteurs qui vous poseront également des questions durant cette interview. On ne change pas, bien évidemment, par contre, nos bonnes habitudes. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret. Elle va vous poser la première question. Monsieur Proust, bonsoir. Bonsoir Coralie. Alors on l'a vu, la crise sanitaire, ça fait un an qu'elle dure. Vous, comment vous la vivez? Parce qu'en tant que président de Nîmes Métropole, il faut le dire, vous avez plus de liberté que les concitoyens parce que vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas les mêmes restrictions. Mais pour autant, vous avez une vraie responsabilité puisque l'agglo doit relancer l'économie. Oui, elle doit gérer des situations particulières, des confinements à répétition, des crises qui s'ensuivent. Donc, j'allais dire que c'est un mandat assez complexe, ça fait 9 mois maintenant, où je dirais c'est d'abord l'humilité, parce que vous prenez des décisions aujourd'hui qui s'avèrent peut-être pas les bonnes demain. 2, il faut savoir s'adapter. Et 3, anticiper. Je crois que c'est les 3 piliers qui nous permettent de manière collective, parce que j'ai toujours dit, quand j'ai été élu en mois de juillet dernier, que c'était une aventure à 39, une aventure collective, qui nous permettent aujourd'hui de répondre au mieux à la fois aux besoins de nos concitoyens, de nos entreprises et de surmonter les difficultés. Mais même si on a un petit peu plus de liberté, c'est pas facile de travailler. Bon, il y a beaucoup de visioconférences, le télétravail. Voilà, c'est pas quand même un mandat très simple. C'est plus ou moins facile s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire? Parce que vous avez déjà été élu dans d'autres mandats à la tête d'autres exécutifs. Je pense que quand on démarre, vous connaissez, je ne vais pas refaire l'historique, prenez une agglo qui est déjà en difficulté financière, derrière vous avez une crise sanitaire qui engendre une crise économique, donc vous avez plus de dépenses, moins de recettes. Voilà, pour reprendre, c'est pas une des faenas les plus faciles, pour reprendre un terme tauromachique. Voilà, il y a mieux pour commencer. Sur différents sujets, je vois quand on renégocie une délégation de service public pour l'aéroport et qu'on parle de trafic passager, c'est pas simple non plus. Voilà, rien n'est simple, mais bon, quelque part, c'est ce qui fait peut-être aussi, ce qui donne du piment à la gestion quotidienne d'une agglomération telle que Nîmes Métropole. Ce qui vous donne encore envie d'être élu. Les soucis, parlons-en, notamment la crise que traversent les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs du Gard. Quel rôle peut jouer l'agglo pour essayer de les aider? Parce qu'on rappelle qu'ils ont été marqués la semaine dernière par l'épisode de gel. Beaucoup de cultures, beaucoup d'hectares de vignes ont été détruits. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que président de Nîmes Métropole? On a discuté, il y a différentes solutions qui peuvent être abordées. Le secteur bancaire va être un allié essentiel. Il y a peut-être une espèce de caution, un accompagnement, la mise en valeur aussi de notre agriculture. On est en train de lancer un programme alimentaire territorial. Donc, il y a une série de mesures politiques. L'urgence, je dois faire une réunion avec Magali Somade, puisque à partir des périodes de gel, vous avez 1 semaine pour décliner la situation de manière exacte. Bon, j'ai vu que la région avait abondé, Jean Castex samedi avec plus d'1 milliard d'euros. Il va falloir regarder comment nous, les collectivités, et je dois appeler d'ailleurs aussi, parce que j'aimerais bien qu'on travaille l'ensemble des EPCI, parce que vous savez, des fois dans l'agriculture, il n'y a pas de frontières. Je travaille beaucoup avec Christophe Rivinc, mais l'ensemble des présidents d'EPCI pour voir comment globaliser l'aide et qu'il y ait des synergies. Vous pouvez donner une aide financière, c'est envisageable aujourd'hui ? Oui, il peut y avoir une aide financière qui vient juxtaposer, par exemple, les emprunts ou l'aide financière que pourrait apporter le secteur bancaire. Il faut savoir dans quelle mesure, parce que le quoi qu'il en coûte, à un moment donné, a une fin. Et puis vous connaissez aussi, on ne peut pas, on exonère de CFE, on soutient avec la région le fonds local des entreprises. Voilà, moi je suis ouvert à tout. D'ailleurs, j'étais sur le terrain de suite chez mon collègue Bernard Engelras où j'ai pu rencontrer l'ensemble des acteurs parce que vous avez les viticulteurs, les arboriculteurs, les problèmes sont différents, les dégradations sont différentes également. Donc, on va faire une réunion, une table ronde et on va voir quel type d'aide on peut donner pour être efficace. Mais au-delà de l'aide, c'est aussi comment on les relance, comment on les soutient, parce que l'aide, elle est que ponctuelle. Mais derrière, comment... Les crises se répètent. Voilà, parce que derrière, c'est les inondations, c'est le gel, sécheresse, c'est la crise sanitaire. C'est quand même... Il y a un cumul. Et là, les assurances, elles ne viennent pas.
suppléer ces problématiques? Alors, elles viennent en partie, sauf qu'elles sont pas données. Vous avez des assureurs qui font la grêle, mais pas le gel. Il y en a d'autres qui demandent 3 ans d'ancienneté avant de pouvoir assurer la première fois. Et globalement, quand on regarde les chiffres, c'est 25% d'agriculteurs qui s'assurent. Donc voilà, c'est un sujet que je connais bien parce que vous savez que je dirige moi un cabinet d'assurance, donc c'est une préoccupation. On dit un mot sur l'aéroport Nîmes-Garons. Vous avez relancé, vous venez de le dire il y a quelques instants, le marché sur sa gestion. Plusieurs candidats sont en lice, 3 je crois. En tout cas, c'est ce qu'on a annoncé hier sur Objectif. Vous êtes bien renseigné. Qui tient la corde? Ah bah ça, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. On peut divulguer les 3 candidats. Non. Ce que je sais, c'est que vous connaissez ma stratégie et ma volonté. J'ai rencontré d'ailleurs Carole Delga, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, et le maire d'Agde pour essayer de travailler en termes de complémentarité. Contrairement d'ailleurs à mon prédécesseur, je maintiens que le développement des lignes commerciales est une activité essentielle parce que quand on met 1 euro dans un aéroport sur les lignes commerciales, c'est 40 euros de retombées économiques sur le territoire. Je travaille également avec Patrick de Carolis parce qu'avec l'ouverture de la fondation Luma, quand on vous atterrissez sur Nîmes-Garons, eh bien vous êtes à mi-chemin entre Arles et Nîmes. Je pense, vous en avez parlé avec les dirigeants d'Airbus, que la partie industrielle de l'aéroport n'est pas dissociable de la partie grand public. Et que quand on est une terre... C'est une différence, c'est ça, avec Yvan Lachaud. Bien entendu, mais quand on est une terre de culture, une terre de tourisme, quand on a un musée de la Romanité, quand on confond les arènes de Nîmes avec le Colisée à Rome et qu'on veut développer l'industrie touristique et culturelle, le fait d'avoir des Belges qui viennent, le fait d'avoir peut-être demain des Espagnols ou des Italiens parce qu'ils correspondent au profil des touristes qui viennent ici. Vous savez, on a une chance énorme ici à Nîmes. On est jumelé avec Cordoue en Espagne, avec Vérone en Italie. Voilà, c'est des atouts qu'il faut mettre en avant. C'est ce qui va faire pencher la balance, c'est ce qui va faire pencher la balance dans votre choix. Alors attendez, parce qu'on sait que vous n'êtes pas content d'EDIS, l'actuel délégataire, et on sait qu'il y a aussi l'aéroport de Montpellier et de Marseille qui sont en lice pour essayer d'obtenir cette gestion. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Je dis simplement que et vous aujourd'hui, négocier la partie... vous savez, quand vous êtes en DSP comme ça, vous pouvez avoir au départ un catalogue de bonnes intentions. Bon. J'ai un peu d'expérience dans ce domaine-là, j'attends des moyens, une volonté, parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme on dit. Donc, j'attends de voir comment ces 3 candidats peuvent se structurer sur la partie commerciale. Puis il n'y a pas que la partie commerciale, il y a la partie aussi gestion, aménagement, gestion au quotidien. Qui entretiennent la piste, parce que c'est ça le vrai rôle du délégataire, et ça permet à la sécurité civile et à la maintenance. Il y a même une partie activité économique, tout ça est lié. Il n'y a pas que la partie développement des lignes. Mais néanmoins, vous connaissez ma fibre, c'est une partie non négligeable pour moi, parce que l'avenir de cet aéroport passe par le développement aussi des lignes commerciales. On parle du transport. Basile, vous aviez une question, je crois, sur cette partie-là. Effectivement, ça tombe bien de parler de transport. Vous êtes, Monsieur Proust, à la tête d'une agglomération dans laquelle il y a beaucoup de jeunes, démographiquement. Vous êtes à la tête d'une agglomération dans laquelle il y a aussi, malheureusement, beaucoup de jeunes en souffrance. Ces jeunes l'étaient avant la crise du Covid, et ils le seront pendant et après. Une des mesures concrètes de pouvoir d'achat des jeunes, c'est la gratuité des transports. Alors bien sûr, peut-être pas tout de suite, mais au moins à titre d'expérimentation, des volontés, vous citiez Lénine tout à l'heure, là où il y a une volonté, il y a un chemin, des volontés sont en train de le mettre en place. Je pense à Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui va mettre en place la gratuité expérimentale des transports. Le maire de Montpellier, socialiste, Michael Delafosse, que vous citiez aussi tout à l'heure, et on sait qu'à Montpellier, ville étudiante, il y a aussi beaucoup de jeunes gardois qui vont profiter de cette mesure de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour les étudiants à Nîmes Métropole, c'est 160 € le forfait de bus pour les transports. La gratuité des transports pourrait leur permettre... On est à 45 quand même, et vous oubliez quand même quelque chose qu'on a mis en place qui est très important, c'est le passeport social pour les plus, justement, les plus faibles, ceux qui ont un niveau de revenus les plus faibles, qui est à 90 € par mois, 90 € à l'année, 7,50 € par mois, soit 25 centimes par jour. Parce que la gratuité, c'est gentil, mais vous savez, sur un budget, 42 millions d'euros, c'est ce que l'aglo verse sur un budget d'environ 370 millions
pour équilibrer la notion des transports. Je ne suis pas contre la gratuité, ça fait même partie des éléments de campagne que j'avais développé avec Jean-Paul Fournier, à la fois sur les moins de 18 ans, par contre, et c'est-à-dire sur les plus faibles, moins de 18 et plus de 70. On y travaille. Je vais essayer de regarder comment on le fait et comment on peut le lisser dans le temps. Mais j'estime qu'aujourd'hui, à 7,50 € par mois pour les étudiants les moins riches, ça fait 25 centimes par jour. Je ne pense pas que ce soit un critère important dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, les étudiants, c'est plus par rapport au logement, pour se nourrir ou autre, que sur le transport. D'accord, c'est un tout. Nicolas, une question également, je crois que pour Franck Proust, autour de la jeunesse. Oui, pour la jeunesse, tout à fait. Je serais même encore plus radical que ça m'étonnera pas. ce jeune socialiste face à moi. Pourquoi pas expérimenter tout de suite, d'ailleurs, en fait. Pourquoi attendre? Pourquoi on sait que la crise sanitaire a touché très durement la jeunesse de ce pays en général, et puis à Nîmes en particulier. Le Gard est un des départements les plus pauvres du pays. Pourquoi est-ce que l'agglomération, qui a des compétences en la matière, que ce soit en transport public, mais également en termes par exemple de couverture informatique ou à l'aide sociale pour les jeunes, il y a énormément de compétences que l'agglo a accumulé, et il y a un budget aussi qu'on peut mettre en œuvre, parce que je pense personne n'est dupe de rejeter la faute entre guillemets sur son prédécesseur, sachant que vous avez fait partie de la même majorité. Il y a quand même aussi une co-responsabilité de gestion sur les difficultés qu'a l'agglomération à subvenir aux besoins des plus démunis. Parce que aujourd'hui la jeunesse fait partie des plus démunis, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réserverait la gratuité des transports par exemple aux moins de 18 ans. Les étudiants sont ceux qui utilisent le plus les transports, et en particulier à Nîmes où quand même il y a pas mal d'étudiants. Il y en a Nicolas, pour vous, c'est une question de choix politique en fait, en réalité ? Je pense que ça en fait partie. Je pense que ça fait partie des choix structurels qui peuvent être mis en œuvre, oui. Monsieur Proust, une réponse à Nicolas ? Non, j'ai répondu Vous n'y êtes pas favorable ? Non, mais pas favorable. Quand je dis qu'aujourd'hui, à 25 centimes par jour, ça ne me paraît pas un critère discriminant, si vous voulez. Je préfère travailler autrement sur une jeunesse, en faisant venir des entreprises par rapport à l'emploi. Vous qui êtes en master de droit, je préfère passer des conventions, par exemple, pour faire de l'alternance par rapport à l'agglomération. Voilà, il y a le NPNRU qui va retransformer un certain nombre de logements insalubres en logements pour étudiants. Il faut poursuivre la ligne T2 pour irriguer l'ensemble des quartiers de la ville, peut-être étendre les horaires pour faciliter la vie étudiante. Tout ça, ça a un coût. Le rasé gratis, c'est bien gentil, mais à un moment donné, quand vous gérez une collectivité, vous avez des dépenses, des recettes, il y a des choix politiques qui sont faits sur des compétences qui sont les miennes. Vous en avez cité un certain nombre, mais le transport en est une, la protection des biens et des personnes, le développement économique. Voilà, ce sont des choix, on ne peut pas tout faire tout en même temps, et j'estime qu'aujourd'hui, à 25, on peut aller vers la gratuité, mais à 25 centimes par jour et par personne, ça ne me paraît pas quand même quelque chose d'insurmontable. Monsieur Proust, j'entends votre argument sur les 25 centimes par jour. Simplement, je ne parle pas du budget étudiant, simplement point par point, chapitre par chapitre, en parlant des transports, mais ça fait partie d'un tout. Il y a une couverture Internet à payer, il y a des loyers à payer, il y a... je parle de ma compétence. Tout à fait. J'ai un champ de compétences, et vous le savez très bien, au travers de l'agglomération, je ne peux pas m'occuper de tout. Moi, dans mon champ de compétences, je finance par exemple l'université Hoche, je travaille sur les filières enseignement supérieur, je vais être pragmatique, je vais vous donner quelques pistes. Il me semble que l'agglo a des compétences en matière de couverture, d'équipement informatique, il me semble. Pas d'équipement, de réseau. J'ai vu des étudiants, pendant la crise sanitaire, suivre des cours sur leur téléphone. Ils auraient dû contacter la région, car la présidente de région socialiste, Carole Delga, a mis en place... C'est la compétence de la région. Des mesures... Mais l'agglomération peut parfaitement participer. Quels sont les relais politiques au sein de la région pour faire des délégations, pour travailler ensemble et en coopération? Mais je peux participer à tout, sauf que mon budget, c'est 369 millions. Et que je ne peux pas à la fois continuer la T2, travailler sur le plan de protection contre les inondations, faire venir et acheter du foncier économique pour faire venir des entreprises. Il y a des priorités, et en fonction du budget... J'y viendrai après, mais je vous donnerai quelques pistes d'économie. Il y a des choix politiques qui sont faits et
qui ne sont pas forcément... On parle du développement économique et des implantations d'entreprises. Il y a eu une bonne nouvelle pour Nîmes Métropole, c'est l'entreprise Soprema, leader de l'isolation thermique, qui a choisi donc le territoire de Nîmes Métropole pour implanter 2 unités de production à Saint-Gilles, je crois, et Garant. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles implantations en 2021 ? Et je crois que Basile avait une question sur les zones d'activité commerciale. Effectivement. Moi, je viens d'un territoire, je suis alésien, à Alès Agglomération, dans laquelle, notamment, sous la direction de Christophe Rivenc, votre camarade, des socialistes et des communistes et des écologistes participent dans cette majorité à un PAT, Programme Alimentaire Territorial. On voit bien dans ces enjeux qu'un des enjeux majeurs pour le PAT... Nous aussi d'ailleurs. Justement, j'y viendrai, ne vous inquiétez pas. Et c'est tant mieux, parce que c'est un enjeu essentiel, mais on voit bien que la question du foncier agricole, derrière, elle est importante. Alors je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais le foncier agricole, c'est la clé d'un PAT réussi. Pourtant, vous, sur Nîmes Métropole, aujourd'hui, il y a du foncier agricole sur un projet qui est contesté, Magna Porta, dans lequel vous allez sacrifier du foncier agricole pour construire une nouvelle ZAC. Et on sait bien aujourd'hui c'est que les ZAC, elles continuent à défigurer le paysage, à imperméabiliser les sols, et en plus les ZAC, il y en a énormément qui sont déjà en souffrance, en plus d'abîmer le commerce de centre-ville avec des nouvelles enseignes. Et pourtant, vous allez ouvrir une nouvelle ZAC. Donc moi j'ai une interrogation, c'est quelle est la cohérence là-dedans ? Déjà, M. Basile, le problème c'est que vous confondez ZAC et activité commerciale. Une ZAC, ce n'est pas une zone d'activité commerciale, c'est une zone d'aménagement concerté. C'est complètement différent. Mais c'est là où vous allez Aujourd'hui, une des clés de réussite de ce territoire, c'est le foncier économique. Si vous voulez attirer des entreprises, créer de l'emploi, quand vous avez une situation de chômage à 2 chiffres dans ce territoire, vous êtes obligé d'attirer des entreprises et de développer les entreprises existantes. Aujourd'hui, j'ai eu par exemple Exavision qui va créer 20 emplois, je suis avec Phytocontrol pour son développement, il y a tout un tas d'entreprises existantes sur le territoire, il y en a d'autres qui doivent s'implanter. Je n'ai plus de foncier économique pour attirer des entreprises. Des fois, je dis, je suis un peu comme en situation de crise sanitaire optimum. Aux urgences, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit ceux qui vivent et ceux qui meurent. Aujourd'hui, vous êtes venu à la conférence de presse avec Soprema, 150 emplois. J'ai dans les bagages 2 à 3 entreprises qui peuvent s'implanter avec la création de 5 à 600 emplois sur la zone de Mitra. Si je réussis ce coup-là, la zone de Mitra sera pleine, je n'ai plus de territoire pour accueillir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on réserve les espaces agricoles et on fait des circuits courts, mais vous qui demain allez chercher du travail après votre master de sciences éco et vous en master de droit, qu'est-ce que vous allez faire ? Où vous allez travailler ? Moi, l'ambition que j'ai pour ce territoire, c'est que chaque enfant qui fait un cursus universitaire, qui fait un bac+2, et qui souhaite rester dans sa région, puisse trouver du travail. J'estime qu'aujourd'hui, quand on est responsable politique, la priorité c'est l'emploi. Et qu'est-ce qui fait l'emploi dans notre pays ? C'est les entreprises. Pour accueillir les entreprises, il faut du foncier. Donc les ZAC, effectivement, Magna Porta, c'est une ZAC compliquée, parce que mon prédécesseur n'a pas forcément bien géré l'affaire. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une gare TGV sur un arc méditerranéen avec un certain nombre d'hectares qui peuvent être aménagés avec des entreprises. Voilà, mais il n'y a pas que Magna Porta, il y a d'autres secteurs économiques. Mais là où vous avez raison, et il faut que chaque auditeur en ait conscience, c'est qu'à chaque fois qu'on crée aujourd'hui 1 hectare de zone économique, on nous demande des compensations agricoles. Et qu'aujourd'hui, il faudra quand même avoir une vision non pas au niveau de l'agglo, mais avec peut-être une démarche interscope, parce que sinon, il faudra avoir le courage de dire, c'est terminé, il n'y a plus de foncier économique, donc plus aucune entreprise vient s'implanter. Et moi, tant que je ferai de la politique, je ne prendrai pas cette responsabilité. D'autant qu'aujourd'hui, en matière de développement économique, il y a une concurrence qui est rude avec les temps de Berre. On sait que l'entreprise Suez, qui était spécialisée dans le recyclage du plastique, est partie sur Arles parce qu'elle souhaitait être en bordure du Rhône. Je vois que vous êtes bien renseigné. Allez, justement, puisqu'on a cette belle jeunesse sur la table qui est motivée, qui a des arguments, un mot sur le campus universitaire de l'Herrier que vous avez mis en vente. C'est un appel à projet de 8 millions d'euros. Pourquoi vous avez décidé de le vendre, puisque le développement des jeunes et l'université, l'enseignement supérieur est le corollaire du développement économique. Du coup, pourquoi vous avez fait ça et est-ce que vous avez eu déjà des premières demandes ? Faire des économies. Bien sûr, il y a eu 18 dossiers de retirés. Je suis pour le développement des filières en termes d'enseignement supérieur.
Je suis pour l'enseignement supérieur aux côtés de la faculté. J'étais encore vendredi dernier en réunion avec Benoît Rouac, à côté de l'UIT, à côté des organismes consulaires qui font de l'enseignement supérieur. Je ne suis pas un promoteur immobilier. Et quand j'ai la responsabilité d'un budget, immobiliser 15 millions d'euros pour construire un immeuble, pour éventuellement accueillir des écoles qui, pour la moitié, dans l'expérience de l'Aérien, ne payaient pas leur loyer, je trouve ça une hérésie. La disponibilité monétaire que j'ai, financière, je préfère la consacrer à l'aide à l'université, à l'aide à l'UIT, à l'aide aux organismes consulaires pour créer des filières. J'étais en discussion avec Benoît Rouac justement parce que qu'est-ce que je veux faire quand je veux diminuer le chômage? Il faut qu'il y ait une adéquation la plus forte possible entre les formations présentes sur place et le profil des entreprises qui viennent s'installer. Donc on peut créer par exemple des diplômes universitaires, ce qu'on appelle des DU de courte durée, qui correspondent au profil de ces entreprises. Parce que sinon, le problème que nous avons, et c'est un petit peu la spécificité de cette région, c'est que vous avez des entreprises qui arrivent. Elles ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée sur place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles font appel à une candidature. Et dans un couple, vous avez une personne qui répond à l'appel d'offres et l'appel à l'emploi, mais vous amenez également un demandeur d'emploi. Donc, vous avez un taux de création d'entreprise qui est intéressant, mais vous avez un taux de chômage qui ne diminue pas. Donc, améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande, entre les formations qui sont dispensées sur notre territoire et le profil des entreprises qui viennent s'implanter. C'est l'ambition que nous portons pendant cette mandature. Nicolas, vous aviez probablement une dernière question à poser à Franck Proust. Oui, on va débattre bien évidemment dans une deuxième partie, mais pour terminer cette interview, vous vouliez interpeller Franck Proust. Oui, tout à fait. Écoutez, je trouve que la transition est plutôt bien choisie puisqu'on parle d'entreprise et moi je pense que c'est important de faire travailler des entreprises locales. Soit dit en passant, je vais vous interroger en fait sur la gestion de l'eau par l'agglomération et donc par l'entreprise, la multinationale Veolia. Simplement, un petit topo sur l'eau. L'eau, c'est un élément essentiel de la vie sur la planète. C'est un enjeu majeur des 10, 15, 20 prochaines années. Et on est en train, partout dans le monde, d'en faire une richesse qui se baladerait allant de l'un à l'autre sur tous les marchés financiers, sachant que certains pays commencent d'ailleurs à en manquer. La France Insoumise a organisé dernièrement une votation citoyenne sur l'inscription ou non dans la Constitution d'un droit à l'eau et à l'assainissement. 294 000 votants, 99,61% de voix positives. Simplement pour replacer le contexte au niveau de l'agglomération, il y a 8 ans, vous avez passé, enfin pas vous, je parle de l'agglomération, une délégation de services publics, enfin vous étiez dans la majorité, une délégation de services publics avec Veolia, qui a forcé les dernières communes. Pas voté forcément pour. Pas forcément voté pour, mais il n'y a pas 8 ans. C'était pas il y a 8 ans, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, pardon, pour 8 ans. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'agglomération donc a passé une délégation de services publics avec Veolia pour une durée de 8 ans, qui a forcé les dernières communes au final de l'agglomération à abandonner leur régie publique. 2 choix s'offrent à vous. Vous savez, je suis pragmatique, je vais vous en donner 2. Soit vous laissez votre place à la France Insoumise aux prochaines élections et on annulera cette délégation de services publics, soit d'ici la fin, vous résiliez unilatéralement cette convention pour passer à une régie publique. Je vous laisse le choix. Bon, je pense que je vais prendre ni l'une ni l'autre. D'abord, vous savez, j'ai vu hier, puisque dans l'émission, il y avait vos profils, vous préparez vous êtes en master sur les collectivités locales, vous savez qu'une DSP, quand elle est passée, vous ne pouvez pas la supprimer comme ça du jour au lendemain. Pour intérêt général, ça peut le faire. C'est pas possible. Mais vous vous contredisez parce que vous me dites je veux faire travailler les entreprises locales, et puis après vous me dites il faut passer en régie. Donc c'est tout l'inverse. Moi j'estime que c'est une différence entre nous, et c'est normal qu'il y en ait. Je laisse faire au privé, c'est au même titre que la question que posait Coralie sur le campus universitaire. Il y a des promoteurs qui savent construire des immeubles. Ou l'aéroport de Nîmes. Tout à fait. Il y a des entreprises, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des références mondiales, européennes. Justement. Vous allez dans les 4 coins du monde, on vous parle, Veolia, Suez et autres, la SOR. Et donc, aujourd'hui, laissons faire au privé ce que c'est faire le privé, parce que
moi je veux Spéculer bien sur que, l'eau. parce que sinon, dans votre raisonnement, on va plus loin. Je veux dire, à la limite, le goudron, c'est pareil, on en fait en régie. Les poubelles, on peut le faire Non, en mais régie. juste une remarque, mais- Monsieur Proust, sur l'eau. Laissons faire au privé ce que peut faire le privé. Je pense que Nicolas voulait aussi aller dans ce sens. Avant Veolia, c'était la SOR pendant 48 ans. On a un taux de rendement. Alors vous allez le voir avec le rapport annuel de Veolia qui va tomber Tout à en fait. mai, qui a promis de faire des travaux sur les réseaux pour arriver à un taux de rendement de 80%. Il y a 2 ans, le taux de rendement était à 70%. Alors on va voir si vraiment ça a été fait. Mais laissons au privé ce que peut faire le privé. Est-ce que la question, Nicolas, c'est de dire aussi, est-ce qu'il ne faut pas que certains élus reprennent en main ce service pour le connaître exactement et pour contrôler les entreprises privées? C'est pas parce que vous déléguez, la délégation n'exclut pas le contrôle. C'est peut-être que le contrôle n'a pas été suffisamment La SOR, 48 performant. ans, vous êtes au pouvoir. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des entreprises dignes de ce nom pour qui c'est le métier. Et quand c'est pas la collectivité, pour moi, doit et malheureusement, les contraintes financières font qu'aujourd'hui, les collectivités doivent se concentrer sur leur domaine de compétences. Mais- Aujourd'hui, moi, quand le travail est mal fait, je peux mettre une pénalité. Vous allez le faire? Mais bien entendu. Si Veolia Non, mais- vous présente un rapport en mai avec un taux de rendement mais, de 70%, mais il y aura des croyez-moi, pénalités écoutez, je suis aujourd'hui responsable, moi jusqu'à la fin de ce mandat. Encore une fois, la délégation n'exclut pas le contrôle. Mais quand le service public, quelque part, est mal fait, vous pouvez mettre des pénalités. Le personnel, c'est pas vous qui le gérez. La régie engendre un certain nombre de problèmes quand même. Et si aujourd'hui une grande majorité utilise ces multinationales qui ont un véritable savoir-faire, parce que dans la gestion de l'eau, là où je vous rejoins, c'est que c'est un enjeu capital. C'est un enjeu capital. Et heureusement qu'on a eu des précurseurs ici dans notre région, Philippe Lamour et autres, par rapport aux agriculteurs. Et vous qui étiez sur le terrain l'autre jour, vous avez vu que ça va être un débat important pour ces élections régionales. L'eau et l'agriculture. Et l'eau en régie, on aura l'occasion, Monsieur Proust, Mais- d'en reparler dans un je débat. reparlerai avec vous avec sur les plaisir. deux propositions, j'en prends aucune, je suis désolé. Mais si vous voulez, je vous rencontrerai, je vous donnerai 2-3 On éléments. pourra en reparler. Merci Avec beaucoup, plaisir. en tout cas, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.